En France, TVL a démontré que l'on pouvait contourner les médias officiels de la propagande et du mensonge engraissés avec l'argent de vos impôts. En 2025, TVL va innover, s'adresser à de nouveaux publics. On se prépare à surprendre, à renouveler, à avoir de l'ambition, à faire toujours preuve d'audace. TVL prépare la chute de l'ancien monde médiatique. Alors aidez-nous à le faire vite et fort. Rejoignez par un simple don la communauté des amis de TVL, les amis de la liberté à tout prix. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Floriane. Jean-Yves, on a du pain sur la planche aujourd'hui, on a deux gros dossiers. On va s'attaquer à la redistribution des cartes dans la presse écrite, mais également dans la radio, et puis sur les réseaux sociaux aussi, puisqu'on parlera de Twitter, qui est dans le feu de l'actualité actuellement. Et puis on s'intéressera pour l'image de la semaine à ceux qui ont peur du gouvernement Trump, ces nouveaux ministres qui ont été victimes d'un matraquage médiatique et politique particulièrement intense, vous allez le voir. On conclura ces deux parties d'immédiat par le portrait piquant, comme vous en avez l'habitude, en partenariat avec Logim et Claude Cholet. Ce sera cette fois-ci un numéro consacré à Pierre Brochand. Il est ancien diplomate et ex-directeur de la DGSE. Immédiat numéro 515, c'est parti. Ça dégringole dans les médias, je vous le disais. On commence avec quelques chiffres concernant la radio. On constate actuellement un effondrement de RTL qui perd sa place dans le classement des radios. Ils ont perdu 307 000 auditeurs. On a Europe 1 qui, contrairement à RTL, explose avec plus de 347 000 nouveaux auditeurs quotidiens. Et France Inter également qui gagne un peu d'espace médiatique avec 250 000 nouveaux auditeurs. On a cet article de Télérama qui parle du sacre du service public, mais également du « à droite toutes » qui réussit à Europe 1. Il faut noter que Cyril Hanouna, qui a été propulsé par ce média sur la tranche horaire de 16h à 18h avec l'émission On marche sur la tête, a tout de même doublé les scores de cette tranche horaire, ce qui n'est pas rien. Et puis, dans Télérama, on a également un petit aperçu d'une radio qui revient dans le classement des radios, c'est Radio Nova. Comment est-ce qu'ils ont réussi cet exploit ? Eh bien, c'est en récupérant Guillaume Meurice, vous vous souvenez, qui avait été exclu de France Inter, Jean-Yves. On a également une information sur Nostalgie qui continue de gagner des auditeurs. Il semblerait que parfois la musique rassemble plus que la politique. Jean-Yves, vous avez un commentaire sans doute. Oui, alors effectivement, en dehors peut-être de Nostalgie, je pense que ce que ces chiffres montrent, c'est que ce qui marche, c'est ce qui clive. Le service public clive à gauche, et il y a des clients, il n'y a qu'à voir LFI, le service public clive à gauche, donc il a des clients. Meurice, il a été très clivant, puisqu'il a été exclu du service public sur une blague de mauvais goût sur Netanyahou, mais ça fait de l'audience. Et puis de l'autre côté, ce qui clive, c'est ce qui clive plutôt à droite, c'est Europe 1, c'est Hanouna, et c'est quand même la montée la plus spectaculaire, parce que vous avez cité la progression de France Inter, plus de 150 000, en prenant un petit peu d'ailleurs sur France Info, donc ça reste quand même dans le même périmètre, mais Europe 1, c'est plus 350 000, donc c'est là que ça progresse le plus. Mais les victimes dans tout ça, c'est RTL, c'est l'extrême centre, voilà.
Un petit tour du côté de la presse écrite maintenant, si vous le voulez bien. C'est le groupe Les Échos qui est en crise. Les ventes du Parisien, par exemple, s'effondrent. Ils ont perdu 9,5% de parts de marché en un an. Il va y avoir une cure d'austérité. Là, Jean-Yves, dans le groupe, les équipes avaient été même convoquées par le PDG pour discuter de ces statistiques compliquées. Un petit commentaire peut-être sur le Parisien. Sur le Parisien, bien sûr, oui. on ne va pas les louper quand même. Bon, c'est-à-dire, je pense que le modèle est doublement périmé. C'est le modèle de la presse écrite qui est quand même un peu dépassé. Et puis, c'est quand même très conformiste. Là aussi, c'est l'extrême centre. Et donc, c'est en décalage par rapport à ce que peut attendre l'opinion. Voilà. Oui. Donc, je pense que, en fait, qu'est-ce qui est en crise? Ce sont les médias d'extrême centre. Voilà. Oui. Exactement, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, on disait que le Parisien notamment, c'était la voix de la mairie de Paris, donc c'était un peu embêtant, ils consacrent plusieurs de leurs unes à la politique de la mairie de Paris. On va en Angleterre maintenant, la semaine dernière on vous parlait de la crise de CNN et de MSNBC aux États-Unis. Et bien maintenant en Angleterre, on a un phénomène intéressant aussi, à l'instar de Fox News, c'est GB News, la chaîne de Nigel Farage, qui a connu un pic d'audience la semaine dernière, un mercredi soir, et ils ont dépassé la BBC et Sky News. C'est un score qui a même été commenté par Elon Musk, qui a tweeté « Waouh !» en reprenant cette information de GB News. Ça, c'est intéressant aussi, Jean-Yves, ces petits médias qui montent. Oui, alors c'est intéressant de voir que ce média alternatif avec Farage a dépassé les grands médias dominants, l'espace d'une émission, puis l'espace d'une journée, puisqu'il a été boosté, le terme est approprié, boosté par Musk, spécialiste de fusées, on est en Angleterre, on est dans le monde anglo-saxon, boosté par Musk, qui a mis ce qu'il fait, la méthode de Musk pour faire pousser des informations, c'est de mettre waouh, voilà. Et évidemment, il a 200 millions d'abonnés, donc ça marche, quoi, voilà. Exactement. Alors, puisqu'on parlait d'Elon Musk, Jean-Yves, je vous propose qu'on enchaîne sur Twitter. Twitter qui est particulièrement dans l'œilleton médiatique actuellement. Je vous propose une illustration de ce que je viens de vous dire avec, par exemple, un tweet de Pierre Moscovici. Faut-il rester sur X ? L'extrême droite, la plus dure, y est chez elle. La vulgarité, l'agressivité, la haine parfois ne se contiennent plus, mais ce réseau reste une source d'information et un émetteur de messages. Bon, quand même. Pour le moment, je tiens. On verra si les dernières digues sautent. Vous avez envie de lui dire quelque chose à l'instar de Pierre D'abord, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous n'avez pas prononcé comme il fallait le tweet de Moscovici. Il faut dire l'extrême droite la plus dure. L'extrême droite la plus dure. Voilà. Alors, c'est assez drôle, mais ce qui est choquant d'ailleurs dans les tweets de Moscovici, c'est que ce monsieur qui a été un militant socialiste, qui est toujours un militant socialiste, il est président de la Cour des comptes. Donc il devrait se tenir à une certaine réserve, une certaine distance. Et là, il tient sur Twitter, pas seulement là, il tient des propos qui sont du niveau chef de section du Parti socialiste, quoi. Il est quand même président de la Cour des comptes. Bah vous allez voir, Jean-Yves, c'est quand même la question à la mode chez les journalistes en ce moment. Rester ou ne pas rester sur X. Et je vous propose d'écouter une vidéo. Marine Tondelier, est-ce que vous pourriez quitter le réseau social Twitter ? Ce réseau social est une souffrance en tant que politique, en tant que femme, parce que c'est très violent tout le temps, que j'ai l'impression que c'est devenu un catalyseur de haine. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, tout le système politico-médiatique est organisé autour de Twitter. Donc si aujourd'hui je veux faire... Non mais regardez les articles dans vos différents médias, je passe... Donc pour l'instant, vous coupez pas Twitter. Si on veut réagir à quelque chose, vous dites, Marine Tondelier a dit ça sur X, sur X, si on envoie des communiqués de presse à l'ancienne, ça ne marchera pas. Donc vous ne coupez pas X. Mais Twitter, il faut le réguler ou interdire en fait. Sinon c'est trop facile, c'est ceux qui y restent, qui en bénéficient, qui... Clément Méric, pour la dernière minute. Il faut soit le réguler, soit le fermer. Soit réguler, soit censurer, Jean-Yves. Vous pensez comme Marine Tondelier ? Pas vraiment, non, mais j'adore Marine Tondelier parce que alors vraiment, elle est sans frein, quoi. Elle est le camp du bien et tout ce qui n'est pas le camp du bien, c'est pas bien, quoi. Voilà. Bon, alors deux choses intéressantes quand même au-delà de ça. Un, c'est la question du journaliste. Est-ce qu'il faut
Sortir de Twitter. Donc ça, c'est la question journaliste. Est-ce que vous allez sortir même? Voilà. Est-ce que vous allez sortir? Absolument. Et puis, la réponse qui est quand même assez drôle, parce que qu'est-ce qui se passait avant, quand vous étiez un homme politique, et que vous vouliez faire connaître un point de vue? Vous essayiez de passer un communiqué à l'AFP. Et donc, même si vous étiez bien vu de l'AFP, il fallait joindre votre correspondant à l'AFP, que le correspondant à l'AFP en fasse une dépêche, que la dépêche soit validée. Bah, c'était pas rapide, c'était compliqué. Là, vous pouvez tout de suite vous exprimer. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit « Ah bah oui, je voudrais bien sortir de Twitter, mais bah oui, parce que si tu sors de Twitter, ma cocotte, comment tu vas t'exprimer ?» Très intéressant. C'est la vraie question que tout le monde se pose. D'ailleurs, des journalistes l'ont posé également à Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose d'écouter également. Est-ce que vous envisageriez de quitter, dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter, de quitter X? On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis... étant très proche de Donald Non, Trump. moi je suis sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même Des si fois, c'est oui, de la je vérifie, désinformation preuve, hein. Pardon? Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. Bah, si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. Bon, la réponse est amusante. La réponse est amusante. Honnêtement, il est excellent. On voit quand même qu'il est d'un meilleur niveau politique que Marine Tondelier, quoi. C'est quand même pas le même calibre. Hein. Ils prennent un peu encore une fois, j'allais dire, leur désir pour des réalités, là, ces journalistes. À demander, c'est presque à imposer aux politiques de sortir de X. Si vous voulez, le problème pour les journalistes, indépendamment du patron de Twitter qui est Musk, c'est que ça supprime les intermédiaires. Voilà. Hein, c'est ce que j'ai expliqué pour l'AFP, mais ça peut être, avant, j'appelais un tel que je connaissais dans une rédaction, est-ce que tu pourrais pas... C'est une fluidité. Et donc, s'en priver, c'est pas évident. C'est vrai que ça joue sur la chute finalement du parti des médias, toute cette histoire. Oui. On a notamment un média qui a décidé, Jean-Yves, de partir de Twitter. Il s'agit de Ouest France, qui a publié un communiqué et qui a d'ailleurs sur son compte X tweeté « Ceci est notre dernier tweet jusqu'à nouvel ordre ». C'est amusant de le signaler. Et le patron d'Ouest France, pour justifier ce départ de X, a déclaré que sur X, il y avait une vision radicale de la liberté d'expression. Ça a été souligné par Géraldine Vonner, il faut redonner à César ce qui appartient à César. Elle est rédactrice en chef au Point, et ça n'a pas beaucoup plu d'ailleurs sur Twitter qu'elle cite cette vision radicale de la liberté. Vous savez, en matière la liberté peut être radicale. En matière de liberté d'expression, il y a deux visions possibles. Il y a la vision radicale, on respecte la liberté d'expression, et il y a la censure. Voilà. Et donc la bataille, c'est entre les partisans d'une liberté d'expression, radicale par définition, puisque la liberté d'expression, ça consiste à laisser s'exprimer les gens qui ne pensent pas comme vous et qui peuvent dire des choses choquantes pour vous. Ou la censure. Voilà. Et il est évident qu'aujourd'hui, il y a un parti de la censure, qui correspond d'ailleurs au parti des médias, et qui correspond au parti de l'extrême centre, qui voudrait imposer ces règles. À nouveau, peut-être, oui, même. Alors, ce qui est amusant pour Ouest France, quand même, et il faut le souligner, Jean-Yves, c'est que c'est une future chaîne, a priori, qui est censée remplacer C8 sur la TNT, suite à une décision de l'Arcom de supprimer C8. Et donc, ce serait une chaîne qui s'appellerait OF TV, et qui apparaîtrait normalement dans le paysage audiovisuel français à partir de mars prochain. Est-ce qu'il n'y a pas une conjonction des faits, là, partir de X, obtenir une place sur la TNT? Ça veut dire que c'est sur l'échelle du conformisme. Je pense que Ouest France est très très bien placé. Ils sont d'ailleurs aussi très subventionnés. Plus de 2 millions de subventions publiques. Ils sont quasiment à 7 millions pour 2023, toute subvention confondue. Ils bénéficient
de beaucoup de budgets de communication des collectivités territoriales bretonnes et tout. C'est un peu le cœur du système immigrationniste, extrême centriste, Ouest France, voilà. Et donc c'est assez cohérent. C'est pas pour rien qu'ils ont été choisis par l'Arcom, dont je rappelle que c'est c'est l'action de renforcement de la censure. C'est par rapport à l'acronyme, naturellement, pour ceux qui n'auraient pas suivi. L'Humanité s'est posé la question de partir également de X. Et ils ont publié un sondage sur leur compte Twitter. Le média Ouest France a quitté X. Chez nous, on s'interroge. Devrions-nous prendre la même décision? Vos arguments en commentaire. Pour l'instant, c'est le oui, il faut partir qui l'emporte. Bon. Va-t-on assister à un chamboulement du paysage médiatique? Jean-Yves, si l'UMA part de X. L'UMA, c'est formidable parce que ce sont les plus subventionnés au numéro. Alors là, c'est absolument... C'est le top level. Fou. Y compris d'ailleurs, non seulement les subventionnés, mais il y a quelques grands patrons qui, pour faire jouer les progressistes, leur donnent aussi de l'argent. Alors je pense que c'est intéressant quand même cette affaire de Twitter parce que ils ne supportent pas, tous ces gens-là, les gens de LCI qui posent la question est-ce qu'il faut rester sur Twitter, les gens de l'Humanité, les gens de Ouest France, ils ne supportent pas qu'il puisse y avoir des idées différentes des autres qui s'expriment, et je crains que d'un certain point de vue, ils craignent d'être contaminés, si vous voulez. Voilà. Parce que Twitter, vous pouvez avoir des informations qui viennent de partout. Bien sûr. Moi, personnellement, je suis abonné à des tas de comptes qui viennent d'horizons politiques ou idéologiques très différents des miens, mais parce que ça fait partie de l'information. Quand il y a un attentat, on a des informations plus rapidement sur X que sur BFM. Hein, par exemple. Mais le type de gauche ou d'extrême centre, il est très malheureux à l'idée de pouvoir être contaminé par des opinions différentes. Peut-être qu'il n'apprécie pas trop la concurrence aussi de tout ce qui est alternatif, justement. On continue sur la plus vieille école du journalisme, l'ESJ de Paris, qui vient d'être racheté par plusieurs investisseurs qu'on connaît bien dans les médias, puisqu'on en parle souvent, ce sont essentiellement des grands patrons de presse. Il y a Bernard Arnault dans les acheteurs, Rodolphe Saadé, Vincent Bolloré et également la famille Dassault. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps pour que l'Humanité se précipite et titre l'école des milliardaires. On a également Libération qui a fait un article assez rigolo qui parle de guerre culturelle avec ce sous-titre-là. Il faut craindre qu'elle ne se transforme en pépinière pour médias bollorisés. Alors d'abord, pas que Bolloré qui sur ces 4 milliardaires, effectivement, on en parle assez souvent. Il y a Bolloré qui est clairement du côté des libertés et du pluralisme. Il y a la famille Dassault qui l'est un petit peu aussi. Donc, bon, on peut dire que c'est des milliardaires plutôt à droite, oui. C'est pas le cas de Saadé, qui est un milliardaire extrême centriste, libre-échangiste, proche de Macron. C'est pas le cas non plus de Bernard Arnault, qui est aussi proche de Macron, milliardaire du luxe. Simplement, c'est effectivement assez intéressant quand même qu'ils se groupent, parce que je pense qu'ils ont tous le problème de voir que les garçons et les filles qui sortent des écoles de journalisme sont tous formatés, viennent du même milieu, ils ont reçu le même bain idéologique, ils ont les mêmes références, c'est vraiment un petit entre-soi. Et donc, c'est un handicap. Vous comprenez peut-être que si Bernard Arnault, qui est propriétaire du Parisien, voit les ventes du Parisien s'effondrer, c'est peut-être parce que il a recruté trop de petits pois issus des écoles de journalistes. Voilà. Et donc, l'idée de mettre peut-être un peu de pluralisme dans la formation des journalistes, pourquoi pas ? Voilà. Et alors évidemment, ça inquiète les tenants du système. Je recommande d'ailleurs sur les écoles de journalisme la petite brochure publiée à la Nouvelle Librairie dans la collection de Logim qui permet de voir à quel point il y a du travail à faire. Pour être tout à fait complet, je signale qu'il y a aussi une formation au journalisme assez courte à l'IFP, l'Institut de formation politique, qu'on ne peut que recommander
aux jeunes gens, jeunes filles qui voudraient se former de manière tout à fait libre. Naturellement. Et pour conclure sur ce dossier de la semaine, il y a également de nombreux articles de Logim, qui est notre partenaire dans les médias, consacrés à toutes les écoles de journalisme. Il y en a un certain nombre, avec des articles très détaillés, très bien faits, comme tout ce que vous pouvez retrouver sur Logim. Place maintenant à l'image de la semaine, avant que ma voix ne finisse de transitionner. Je vous propose, Jean-Yves, pour commencer cette image de la semaine, nos téléspectateurs s'en souviennent, on va parler de Trump et de son gouvernement, et bien de regarder une vidéo qui a été faite à destination des enfants par Arte. On regarde ça tout de suite. Trump a maintenant donné les premiers noms qui inquiètent beaucoup de gens partout dans le monde. On vous dit pourquoi. Trump et son gouvernement font peur à tous les défenseurs des droits de l'homme, car ses futurs ministres sont des extrémistes de droite. Exemple, cet homme, Matt Gaetz. Il est pour les armes, contre la défense de l'environnement, anti-avortement. Il a été désigné ministre de la Justice. Sa mission, détruire le système judiciaire actuel pour le remplacer par une justice aux ordres de Donald Trump, car vous le savez, Trump a souvent été condamné. Pour l'instant, tous les chouchous de Trump doivent attendre avant de prendre leurs fonctions. En effet, le Sénat doit donner son accord. En 2025, la bande à Trump sera aux commandes de l'Amérique pour le meilleur et pour le pire. Peur, extrême, enfin on coche tous les mots-clés là, Jean-Yves, c'est fabuleux. Ça fait peur, c'est bien fait. Ça fait peur. Non mais c'est affolant de publier ça pour des enfants, c'est... Où est justement le journalisme qui... Ça correspond assez bien. Les enfants, assez naturellement, ont tendance à penser qu'il y a les gentils et les méchants. Et donc là, on leur dit clairement que Trump, c'est vraiment un méchant de chez méchant, quoi, voilà. Ouais, c'est sûr. Ah, c'est de la pensée réfléchie, nuancée, c'est fin et nuancé, oui. On a un tweet de Régis de Castelnau qui nous alerte sur un billet de Thomas Legrand. Thomas Legrand, il produit un billet quotidien dans Libération et il pense que Donald Trump tue l'État et la politique. Bon, c'est tout en nuance, encore une fois, et en finesse, comme on en a l'habitude. Je crois que Trump réhabilite tout à fait la politique. Puisque, après avoir gagné une élection sur des thèmes politiques, il entend mettre en œuvre, ce qui est très choquant sur Trump, c'est non seulement il a gagné l'élection, mais il a l'air de vouloir mettre en œuvre ses promesses électorales. Alors là, où va-t-on, quoi ? Les journalistes ne sont pas habitués, non, là, il réhabilite la politique. Alors peut-être qu'il va bouleverser un peu l'État américain, et notamment l'État fédéral, ça certainement, oui, mais c'est aussi de la politique. Exactement. Ce sera en 2025 et on suivra ça bien sûr sur Immédiat. Je vous propose de passer en revue un peu un panel choisi de justement ces hommes nommés au gouvernement. On va commencer évidemment peut-être avec le plus trublion d'entre eux. Il s'agit d'Elon Musk, décrit dans cet article du Monde. Elon Musk, il va se retrouver à la tête du département de l'efficacité gouvernementale et il a une proposition notamment, ce sera un classement des dépenses les plus terriblement stupide et Musk, qui s'amuse quand même de beaucoup de choses, dit que ce sera à la fois extrêmement tragique et extrêmement divertissant. Et l'article du Monde conclut par une vraie question, malgré tout, Jean-Yves, c'est comment est-ce que deux personnalités notoirement égocentriques, telles que Elon Musk et Donald Trump, vont faire pour s'entendre à long terme ? Alors, la question du Monde est assez intéressante. Il y a une autre question qui est dite assez souvent, c'est que lors de son premier mandat, Trump a changé régulièrement les membres de son entourage et de son gouvernement. Et ils disent, après tout, là, il va nommer du monde et puis ça va valser. C'est possible. Mais il y a une différence tout de même, à mon avis, très importante, c'est qu'en 2016, Trump s'est appuyé au fond sur les gens de l'établissement. Et donc les gens de l'établissement, les gens de l'oligarchie n'ont pas fait la politique qu'il attendait. Et donc il a eu tendance à les remplacer. Voilà. Là, il veut s'appuyer sur des gens en rupture avec l'établissement et en accord plutôt avec lui.
c'est le cas d'Elon Musk. Je dois dire que ces deux personnalités, ces deux puissantes personnalités, l'un est devenu président des États-Unis, l'autre est le patron de plusieurs grandes entreprises. Il veut aller sur Mars, il est patron de Twitter. C'est un grand patron médiatique. Il y a un certain équilibre des forces. Le pouvoir médiatique. Il y a un certain équilibre des forces. Et honnêtement, quand on voit Musk, et puis on va parler maintenant de Kennedy Junior, Trump a choisi des gens, pour le moment, qui sont à la fois dotés d'une grande intelligence et d'un grand courage. Et il a des fidèles aussi dans les nominations. Effectivement, on va continuer avec Kennedy Junior qui se retrouve à la santé. Alors, je vous propose cet article de l'Express qui est pas mal. Le titre est intéressant, du catastrophique, du très inquiétant. Et quelques idées intéressantes malgré tout. Alors dans l'article, ils sont objectifs parce qu'ils parlent notamment de la moitié du budget qui serait consacré à la recherche à une médecine préventive, alternative et holistique. Robert Kennedy, qui a été présenté comme un anti-vax terrible, d'ailleurs a rappelé, et c'est rappelé dans l'article, qu'il ne retirerait pas les vaccins. Et puis on précise aussi qu'il jouera un grand rôle pour assurer que les gens soient protégés des produits chimiques. Enfin voilà, c'est vraiment le Make America Healthy Again, quoi. Oui. En meilleure santé à nouveau. Alors honnêtement, Kennedy effectivement est une personnalité qui est très dissidente sur beaucoup de sujets. Mais il part, je veux bien qu'on s'inquiète de sa nomination à la tête du ministère de la Santé, où il va remplacer un secrétaire d'État qui était transgenre, donc monsieur, madame Lévin, bon voilà. Qui était amiral, Jean-Yves. Qui était amiral. Bon, passons. Mais si vous voulez, il faut savoir deux choses sur les États-Unis. 20% du produit intérieur brut est consacré aux dépenses de santé. Et, en même temps, c'est un échec complet, puisque l'espérance de vie diminue. Donc, il y a un vrai sujet aux États-Unis. Bon, pourquoi l'espérance de vie diminue ? À cause de l'obésité, à cause de la crise des opioïdes, pour beaucoup de causes. Mais donc, Kennedy, il peut apporter du plus. La situation actuelle est très mauvaise. Donc, il ne peut guère que l'améliorer. De toute façon, on ne peut pas faire de bilan avant le bilan. C'est ce que nos journalistes essayent de faire. On a notamment une autre personnalité qui avait été citée d'ailleurs dans le reportage d'Arte pour les enfants. C'est Matt Gaetz qui sera à la justice, qui est a priori un républicain contesté si on écoute controversé. Nos médias. Pourquoi est-ce qu'il est controversé d'ailleurs ? C'est parce que, par exemple, il est contre l'avortement, il est climato-sceptique, il a voté contre la suspension des relations commerciales avec la Russie. Donc, et puis aussi, il va mettre en œuvre le programme anti-immigration de Donald Trump. Évidemment, le journal de l'Opinion appelle ça le programme de déportation de masse des migrants. Voilà, c'est toujours deux poids deux mesures dans la formule. On verra s'il est confirmé, puisqu'il faut l'aval du Sénat de toute façon pour nominer toutes ces personnalités. Je vous propose d'enchaîner avec à la défense Pete Hegseth. C'est un ancien major de l'armée américaine, lui, et il était présentateur sur Fox News, notamment commentateur même, peut-être dirons-nous, des actualités liées à l'armée, puisque c'était son ancienne fonction. C'est un ancien combattant. Il a quitté l'armée en 2021 parce qu'il se retrouvait en fait à un poste pour Biden et ses supérieurs l'ont dénoncé en disant que c'était un extrémiste. Pourquoi est-ce que c'est un extrémiste ? C'est parce que Pete Hegseth, il a des tatouages. Mesdames, je vous propose de regarder les tatouages de plus près. Vous avez un magnifique aperçu du biceps de Pete Hegseth avec Deus Vult écrit en tatouage. Deus Vult, selon nos médias, c'est quelque chose qui notifie son appartenance à l'extrême droite.
si jamais on traduit, pour ceux qui ne pratiquent pas le latin, ça veut dire Dieu le veut. Et puis si jamais on s'attache à quelques références historiques, c'était surtout le cri de ralliement des croisés. Qu'est-ce qui pose problème également, mesdames? Deuxième image de Pete Exget. Eh bien, c'est sa croix de Jérusalem sur le pectoral. Et cette croix, pareil, lui a attiré les foudres des journalistes, même si elle a également, là encore, cette croix, une longue histoire dans le christianisme. Mais a priori, comme ça a été repris par certaines personnalités d'extrême droite, ça suffit pour rendre Pete Exget infréquentable. Jean-Yves. Voilà, alors, petit commentaire peut-être sur les tatouages. Petit commentaire, les tatouages, bon, c'est devenu très, très banal, les tatouages. Donc, il est tatoué, oui, ça correspond à. Il a 40 ans, c'est assez classique, je pense, dans sa génération, donc il n'y a pas de problème. Alors, il est présenté là aussi de manière très caricaturale par les médias. Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui a un passé militaire opérationnel, qui a été présent en Afghanistan, donc il a une petite idée de la guerre un peu plus précise que ceux qui ne la voient que depuis les salons de télévision et les états-majors. Premier élément. Deuxièmement, on le présente comme présentateur de fake news. Oui, il a aussi écrit des livres. Enfin voilà. Donc, alors c'est vrai qu'il va pas être très politiquement correct. Il est notamment contre la féminisation, la transgenrisation de l'armée. Bah oui, c'est normal. C'est ce que contre le fait que des femmes se retrouvent sur les théâtres de guerre. Voilà, bah oui, mais c'est un point de vue. Contre les femmes dans l'armée. C'est un point de vue qui correspond en tout cas à la campagne que Trump a menée. Donc c'est pas anormal qu'il corresponde à ce que Trump veut. Voilà. Alors, on va voir, on va suivre. D'ailleurs, les femmes, lorsqu'elles meurent sur le terrain opérationnel, ça provoque beaucoup de remous. On se rappelle de cet soldat qui était décédé notamment lors de l'évacuation de l'Afghanistan. Ça avait provoqué un sacré tollé médiatique. Voilà, donc c'est un vrai sujet malgré tout. On a également dans ces nominations Tulsi Gabbard, qui est un transfuge démocrate, Jean-Yves, qui a été récupéré par Donald Trump. Alors pareil, elle inquiète les médias. Il y a même un titre dans Vanity Fair qui s'est intéressé à cette personnalité féminine, qui est, selon Vanity Fair, la coqueluche du Kremlin. Effectivement, elle a des positions assez tranchées sur la Russie, sur la Syrie, etc. Je vous propose de continuer encore sur une femme à nouveau, Linda McMahon, qui se retrouve, elle, à l'éducation. Et alors là, tous les médias l'ont présentée comme la catcheuse. Oui. Bon, c'est pas totalement inintéressant. D'abord, on regarde peut-être quelques images de Linda McMahon. Jean-Yves, si ça se passe comme ça, en tout cas pour les professeurs qui sont ennuyés, ça va vite régler le problème. C'est une bonne manière de traiter les pédagomanes. Non, alors plaisanterie mise à part, elle est présentée effectivement à une catcheuse. Mais non, c'est pas une catcheuse. Elle a été à la tête d'un certain nombre d'entreprises, dont une entreprise de catch. Par ailleurs, elle est diplômée de grandes universités. Diplômée en français, et elle connaît très bien les questions d'éducation. Alors évidemment, elle va mettre en œuvre une politique qui va déplaire aux pédagomanes, puisqu'elle a un double objectif qui est de retirer une partie du pouvoir de l'État fédéral sur l'éducation pour le rendre aux États fédérés. C'est un débat très, très fort aux États-Unis de savoir qui est responsable de tel ou tel sujet. Donc elle veut rendre aux États fédérés et puis elle veut le rendre aux citoyens. Voilà, une certaine liberté. On en aurait bien besoin en France, je vais vous dire. D'ailleurs, en France, on ne s'est pas épargné Amélie Oudéa-Castéra, qui était pourtant une spécialiste du tennis, elle, ce qui est quand même un peu moins sexy, et qui s'est retrouvée à l'Éducation nationale. D'ailleurs, ça avait fait un tollé parce qu'elle a fait des tas de déclarations un peu questionnables. On continue, Jean-Yves, si vous le voulez bien, avec Tom Homan, qui se retrouve au contrôle de l'immigration. Alors, Le Monde reprend cette expression du tsar des frontières, qui est celle de Donald Trump, je précise, mais qui a été beaucoup reprise.
entreprise qui, lui, doit organiser la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Donc l'opinion aurait dit, souvenez-vous, la déportation massive des migrants, bien sûr. C'est le shérif de Trump, selon le JDD, donc le tsar des frontières, c'est repris également par les autres médias. On continue avec Stephen Miller également, ça m'a amusé. On nous précise que c'est l'un des membres les plus extrémistes de l'entourage de Trump. Ils sont tous plus extrémistes. Ah oui, encore plus extrémistes, c'est terrible. C'est compliqué. Alors on nous dit que notamment c'est un idéologue partisan de la théorie raciste du grand remplacement. Aïe. Voilà. Là, il a coché une mauvaise case, là encore, pour nos médias. Pour nos médias français. Et pour finir, j'ai une petite revue de presse sur Stephen Miller, qui serait donc l'homme qui murmure à l'oreille droite de Donald Trump. Jean-Yves, peut-être, on conclut avec Brendan Carr, qui a été nommé par Donald Trump à la tête de la régulation des médias, des télécoms. Et donc, lui, il veut démanteler le cartel de la censure imposée par Facebook, Google, Apple et Microsoft, donc les GAFA, du coup. C'est intéressant. C'est très intéressant. Nous, on a un cartel. C'est le guerrier de la liberté d'expression, Donald Trump. Le gardien guerrier de la liberté d'expression. Oui, ça, c'est une personnalité, évidemment, aux antipodes de ce que peuvent être, par exemple, les gens de l'Arcom, qui sont les guerriers de la censure. Voilà. Lui, c'est le guerrier de la liberté d'expression, et il y a un vaste programme qui est effectivement de démanteler le cartel de la censure. Facebook, Google, Apple, YouTube, tout ça, c'est un beau programme. Il y a de quoi faire, oui. Il y a de quoi faire. On se retrouve juste après pour la conclusion. La semaine dernière, on vous en parlait, c'était le forum de la dissidence de Polémia. Les premières vidéos ont commencé à paraître. Ça y est, vous pouvez les retrouver sur le YouTube de Polémia. Alors, le lien est juste en dessous, dans le descriptif de la vidéo, comme vous en avez l'habitude. Et notamment, vous pourrez retrouver Lucas Chancerelle, je vous l'avais dit. On continuera de travailler main dans la main. Donc, je lui fais un petit coup de pub avant de conclure et de rendre cette antenne. Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine, mais on ne laisse pas nos téléspectateurs tout seuls. Il ne faut pas qu'ils oublient de regarder le portrait piquant consacré à Pierre Brochand. Sortons partiellement du journalisme stricto sensu et abordons un homme qui fut diplomate, directeur de la DGSE et est maintenant considéré comme un influenceur de qualité. Pierre Brochand, le tocsin du renseignement. Diplomate de haut rang et ancien directeur de la DGSE, les cadres feutrés dans lesquels Pierre Brochand a évolué tout au long de sa carrière ne l'empêchent pas de voir ce qu'il voit, même s'il n'est pas journaliste. Depuis qu'une de ses interventions sur le thème de l'immigration a été relayée par le Figaro en mars 2022, l'homme fait autorité sur ce sujet et son discours offensif dénote au sein de la classe politique. Fin 2023, il s'oppose fermement au rideau de fumée de la Xème loi sur l'immigration de Gérald Darmanin, n'y voyant au fond qu'un nouvel appel d'air à plus de déferlement. Pierre Brochand est né en 1941 à Cannes d'un père expert comptable. Il est le frère de Bernard Brochand, publicitaire et ancien député-maire de Cannes. Scolarité secondaire à Cannes, il est ensuite diplômé d'HEC et intègre l'ENA en 1968. Il détient également une maîtrise d'économie. Il commence sa carrière diplomatique à l'ambassade de France de Saigon, puis à Bangkok, au moment même où le Cambodge tombe aux mains des Khmers rouges. Ensuite, consul de France à San Francisco, il revient à Paris au Quai d'Orsay, puis devient le représentant permanent de la France à l'ONU pendant 4 ans. Seulement 1 mois après la chute du mur, il est nommé ambassadeur en Hongrie. Toujours au cœur de l'action internationale, il est de nouveau nommé en Israël 15 jours après la signature des accords d'Oslo. Retour au quai, avant de repartir au Portugal en tant qu'ambassadeur, une carrière bien nourrie. Nommé à la DGSE en 2002 par Jacques Chirac, il a pour mission d'opérer la fusion d'un côté entre les renseignements généraux, les RG, dont l'une des prérogatives était la lutte contre le terrorisme interne ou externe, et la DST, Direction de surveillance du territoire, chargée du contre-espionnage. C'est à cette même période qu'a lieu la libération d'otages français en Afghanistan et en Irak, comme la journaliste Florence Aubenas, à laquelle il prend une part active. Il est démis de ses fonctions en 2008 et prend sa retraite dans la foulée.
Proche du LR maire de Cannes, David Lisnard, il faisait partie en 2003 de ceux qui ont informé très tôt, le Premier ministre de Villepin que l'Irak ne possédait pas d'armes biologiques et chimiques. Terminons par une citation extraite de son discours à l'amicale gaulliste du Sénat et publiée par Le Figaro du 6 décembre 2022. Je cite « L'immigration exerce sur l'ensemble de notre vie collective un impact transversal que je tiens pour globalement négatif. Un aspect qui se traduit concrètement par une tiers-mondisation rampante de la société française et sa régression continue dans des domaines clés tels que l'éducation, la productivité, les services publics, la sécurité, la civilité, etc. En d'autres termes, si tout ce qui va mal en France n'est pas seulement la faute de l'immigration, loin s'en faut, elle y participe dans une mesure, à mon avis, très sous-estimée. » Fin de citation. Une analyse qui, 2 ans plus tard, n'a rien perdu de sa pertinence.